Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur Metallicois donc. Je suis super heureux que tu sois ici cette année donc au Hellfest 2018. Ouais. Donc là c'est le deuxième jour du Hellfest, donc on est déjà un peu, enfin en tout cas moi personnellement. Oui, il y a un peu de fatigue. Hein. Ouais, il y a un petit peu de fatigue. Des deux côtés. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire en préambule. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les rares personnes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Du coup, je m'appelle Hubert, j'ai 27 ans, je suis musicien professionnel et je viens de... Enfin, j'ai créé en 2014, donc ça fait 4 ans et demi maintenant, une chaîne YouTube qui s'appelle Metallicois et qui a pour but en fait de faire découvrir le métal à ceux qui le connaissent pas, ceux qui se poseraient des questions dessus, ceux qui éventuellement auraient un peu des clichés sur le métal. J'essaie un peu de débunker tout ça et de faire découvrir des groupes que j'aime bien et qui je pense sont assez importants dans la scène, dans le milieu quoi. J'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de thèmes différents, tu as fait les instruments, tu as fait les genres de musique. Ouais. Tu as fait une partie Made in France aussi avec pas mal de groupes français. Ouais, ça c'est une autre émission que j'ai où j'essaie de faire découvrir à chaque épisode des groupes français qui sont pas très connus. Ouais. Parce que ça m'a un petit peu inspiré, j'ai fait un épisode sur le métal français la première année. Ah bah j'ai vu. Et il a pas mal marché, c'est un de mes épisodes les plus vus en fait. Et enfin je me rends compte maintenant, mais à l'époque je me disais ouais c'est vrai que c'est con parce qu'il y a plein de groupes et tout, ça serait bien d'en parler. En plus j'ai des gens qui m'envoyaient des messages sur ma chaîne en me disant ouais j'ai tel groupe ou alors je connais tel groupe, ils sont super bons et tout, tu pourrais parler d'eux. Éventuellement si tu fais un deuxième épisode sur le métal français et tout, donc je me suis dit pourquoi pas faire une émission exprès à part entière là-dessus. Et du coup j'ai commencé Made in France et une question en fait, c'est quelqu'un qui m'avait dit, je crois, c'est ça, quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant ouais, faudrait que tu parles de ce groupe, ils sont super. C'est rarement les groupes qui viennent eux-mêmes en fait. D'accord, voilà, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé et quand c'est des bons groupes et tout, mais y a pas de souci, tu vois, j'écoute ce qu'ils font et si ça me plaît, enfin si je pense que ça me C'est vrai que toi tu es plutôt prog, indie, généralement j'ai l'impression. Plus trash, heavy thrash, glam. En fait j'aime beaucoup, j'aime quasiment tous les styles de métal, mais certains juste un peu, tu vois, genre ça m'arrive des fois d'écouter du black, mais c'est vraiment à petite dose, tu vois, alors que par contre les styles sur lesquels je vais vraiment en écouter le plus c'est heavy thrash et ouais, un peu de prog de temps en temps, mais je suis plus éventuellement hard rock, glam. D'accord, voilà. Mais ouais, je prends mon pied en écoutant plein de trop de choses quoi. Et du coup, même question pour Atlantis Chronicle. Pareil qu'il est dans un total autre style, même si là on a un niveau technique. Atlantis Chronicle, pareil, je crois que c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Ouais. Il y a un groupe ou deux dans Made in France que je connaissais déjà d'avant et où je me suis dit, moi, genre le premier groupe par exemple, le tout premier groupe dont j'ai parlé, Holy Cross, le groupe stéphanois, ouais. Je les avais vus il y a des années en arrière et je me suis dit, putain, ils sont super cool. Il y a moyen que je fasse un épisode sur eux, que je parle d'eux dans l'épisode. Il y avait aussi Backrose que je connaissais et puis Gorgon aussi. Enfin, Gorgon, c'est un pote qui me les a fait découvrir. Et en plus des Gorgon, alors je n'ai pas vu par exemple cet épisode de Gorgon, parce qu'il y en a plusieurs en France, il y a quand même plusieurs groupes qui s'appellent Gorgon, donc c'est assez rigolo. Donc du coup je t'invite à écouter l'autre Gorgon avec un H, qui est aussi très intéressant. D'accord. Voilà. J'en ai entendu parler mais j'ai jamais écouté je crois. Voilà, j'en ai entendu parler par les mecs de Gorgon justement qui m'ont dit... Il y a un autre Gorgon, c'est... Voilà. Et qu'est-ce que tu es allé voir hier? Qu'est-ce que je suis allé voir hier? Putain, si j'avais un livre d'heure, ça m'aiderait. Je sais que j'ai vu le truc de Chris Slade là. C'était marrant de le voir, le batteur d'ACDC. Ouais. J'ai jeté un coup d'œil à Joan Jett, on a vu Meshuggah, Judas Priest, je vais voir Satyricon aussi. Ouais. C'est sympa. Dans l'après-midi, je crois qu'on a fait un petit break vraiment pour les manger, je sais plus ce qu'on a fait. J'ai fait un tour sur l'Extreme Market aussi. Le matin, il y avait Tossland, je crois que ça s'appelait, c'était pas mal aussi. Ah, c'était sympa. Ouais, le chanteur ressemblait à Tom Cruise. D'accord. C'était assez marrant. Ah, ok. Je sais plus trop ce qu'il y avait, mais ouais, il y avait des trucs. Il y avait des trucs sympathiques, des petites découvertes qu'on a fait. Ouais, puis demain tu vas pas voir Maiden, non? Non, pas du tout. Pas la peine. C'est pas du tout le moment que j'attends, tu vois. Parce que j'ai pas vu Maiden depuis 2 ans. Et là, ils font 2 dates à Paris, mais les 2 je peux pas y aller. Donc c'est vraiment ma seule chance de voir Maiden jusqu'à... Donc c'était ici. Et c'est pour ça que tu es venu ou parce que tu as eu une opportunité de venir? Je suis venu pour le Hellfest. D'accord. Clairement parce que c'est trop énorme et que ça fait 4 ans que j'ai pas fait le Hellfest. Et du coup pour moi, j'ai eu l'extrême chance de pouvoir venir parce que j'ai pas de date au boulot cette année. Et en plus j'ai eu mon pass et tout, donc vraiment c'était les planètes qui se sont alignées pour que je puisse venir et tout. Donc je suis vraiment venu pour le Hellfest. Et même si l'affiche m'avait pas plu, je serais venu quand même parce que tu vois l'ambiance sur le fest, sur le camping avec tous mes potes, en plus j'ai plein de potes qui viennent et machin. Donc ça m'a fait plaisir, ça me permet aussi de revoir des potes qui sont un peu de partout de la France. Là j'ai passé la matinée avec un pote de Strasbourg. Ici c'est la réunion un petit peu tout le monde. Donc ça, plus des concerts, et effectivement, alors, en plus il y a des concerts qui sont quand même cool, tu vois, dimanche il y a Megadeth, Maiden, Arch Enemy. Il y a toujours un truc. Voilà, il y a de quoi faire, là ce matin j'ai vu Savage Messiah, c'était bien cool. C'était un peu court mais cool. Ouais, après c'est ça, c'est vrai que les concerts du matin, il y a pas mal de groupes de qualité qui passent quand même. Il y avait Black Bombay qui passait aussi. Yerb United, c'est des groupes qui vont faire une demi-heure.
Ouais. Alors que tu paierais volontiers une place pour aller les voir pendant 1h30. Mais c'est déjà chouette de les avoir, de se dire, bah tiens, je vais me caler devant il faut de la place pour tout le monde, alors... Enfin, malheureusement et heureusement d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais c'est cette diversité-là qui est justement assez énorme. D'avoir pu voir Wardruna l'an dernier, c'est quand même un moment de fou de me dire que j'ai vu Iggy Pop au Hellfest. Qu'est-ce qu'il foutait là et pourtant il était tellement à sa place. Il y avait ZZ Top, il y avait ZZ Top, il y avait Lynyrd. Le petit-fils d'Hank Williams. Je crois que c'est le plus chelou que j'ai vu, le plus décalé, c'était le petit-fils d'Hank Williams, donc Hank 3, qui faisait de la country, mais avec un gars qui gueulait et un batteur avec une double. Voilà, on était sur un truc vraiment concept, mais c'était là. Je peux te dire, je l'ai vu. C'est assez spécial. Il y a un chouette bandeau Mayra, tu vois. Oui, effectivement, j'adore ce groupe. Bah, dans le prog, effectivement, c'est mon groupe préféré, je pense. C'est vraiment un énorme coup de cœur que j'ai eu quand je les ai découverts. En première partie de Wasp. Tu sais, c'est le genre de concert où tu kiffes plus la première partie que la tête d'affiche. Alors que la première partie, tu la connaissais pas en entrant dans la salle, tu vois. D'accord, oui. J'ai vu ça et franchement, j'ai tout de suite accroché à leur musique. Ça me fait toujours kiffer, c'est des trucs un peu orientaux et tout. Puis en plus, avec du métal, le chanteur il a une voix superbe. Ah ouais, non. En plus, humainement, du coup, j'ai eu la chance de le rencontrer. Les mecs sont super sympas. J'ai fait une interview, oui. Et franchement, groupe top. Ils ont fait un super dernier album, même si je préférais celui d'avant. Et voilà, bah, j'ai hâte d'entendre le prochain album qu'ils vont faire. En tout cas, c'est agréable. Ils vont faire peut-être un gros concert en Tunisie le 19 juillet. Apparemment, ils l'ont mis sur Instagram, mais je sais pas si. Je vais peut-être tenter d'y aller, ça me fera un peu de tourisme en même temps. Ah là, oui, là, ça peut faire un joli. Ouais, avec ma soeur, on aime beaucoup. Joli voyage. Moi, j'ai préparé quelques petits trucs pour toi. Ouais. Un petit quiz. D'habitude, je prépare rien. En général on boit un coup et on discute, mais là j'ai envie de te tester sur quelques trucs. D'accord. Par exemple, est-ce que tu es capable de me donner le nom du premier chanteur d'Iron Maiden? C'était Paul Diano ou il y avait un mec avant lui? Non, c'était Paul Diano. Non, il n'y a pas trop de pièges. Après il y a une question, j'ai même pas la réponse. Le premier batteur de Maiden? Ouais. C'était pas Clive Burr? Qui est ensuite devenu batteur de Trust. C'est ça. Et il est décédé il n'y a pas longtemps. Mon Dieu, je savais pas. Je crois, enfin, il me semble que c'est ça. Il y avait aussi une histoire avec Nico McBrain, mais je te le dis. En plus, c'est pas la journée pour parler des batteurs. Voilà, Vinnie Paul qui est mort cette nuit. Respect, Vinnie Paul. Et donc, si jamais je te demande quel est le plus mauvais album de Maiden, c'est dire. Après, c'est une question de goût aussi. Ah, c'est la question troll. Non, c'est la question troll. Clairement. Donc, vas-y, c'est évidemment ton goût. Bah, en fait, je vais pas dire plus mauvais parce que. Ça reste bon? Ouais. Moi, dans les deux que j'écoute le moins, c'est les deux où il y a Blaze Bayley en fait. Voilà, non mais c'est ce que j'attendais comme réponse. Je sais pas lequel des deux, mais après il y a des bons morceaux dessus aussi quand même. The Sign of the Cross, c'est un excellent morceau. Il y a The Clonesman qui est super cool, il y a Future Real aussi qui est bien sympa, Man on the Edge, tu vois, donc il y a des bons morceaux quand même dessus, mais globalement les albums sont moins. Enfin, matière moins. En fait, c'est pas que j'ai moins aimé, c'est que quand je suis allé les voir avec Blaze Bayley au chant, les morceaux de l'album étaient très bien, forcément c'était les siens, mais sur les morceaux de Dickinson, il était beaucoup moins à l'aise. Et ça, c'est frustrant d'aller voir Maiden et de ne pas entendre le All Of His Name que tu as envie d'entendre. Mais n'est pas Bruce Dickinson qui veut. Ouais, je crois que personne peut être Bruce Dickinson. Je pense qu'il y en a qui font un très très bon boulot, notamment dans des groupes de reprise ou des trucs comme ça, tu vois, mais c'est des mecs pas connus. Ouais, mais c'est pas eux qui posent l'avion l'après-midi. C'est vrai. Ça, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Dickinson, c'est ça, c'est le gars qui va poser l'avion, qui va se changer, aller sur le concert. S'il y a un break un peu long, il va aller derrière, se baigner dans la piscine, il va revenir. C'est vrai qu'il est incroyable, mais voilà, il est incroyable de toute façon. Et puis il a quel âge maintenant? Je sais pas, mais il doit bien avoir bien 60 piges. Hein. Et il n'a pas perdu sa voix, il continue à chanter ses morceaux comme avant. Il commence à en chier un petit peu, mais je pense que apparemment il y aurait des histoires comme quoi Steve Harris il serait très buté sur les tonades des morceaux et il peut pas descendre d'un ton. Il voudrait pas descendre, mais pas forcément les cordes, tu vois, mais au moins faire des morceaux au lieu de les faire en ré, tu vois, tu les fais déjà en do, mais toi ça change rien, tu gardes ton accordage et tout. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai entendu des trucs comme ça. C'est vrai que sur le dernier album, alors peut-être qu'il y avait cette histoire de cancer de la langue aussi qu'il avait là. Oui, il y a ça aussi. Mais sur le dernier album, t'entends que des fois ça force un peu quand même. C'est dommage. Mais bon, le mec est plus de, tu vois, plus de jeunesse, donc respect à lui quoi. Et il va quand même les sortir en live, c'est ça qui est. On verra ça. Ah bah on va voir dimanche. Enfin, je sais pas si on pourra entendre parce que nous on sera tellement tous en train de chanter dans la pause que lui on l'entendra pas, il fera plus. C'est ça que j'adore. Et c'est ce que j'avais aimé justement dans le dernier Mirate, c'est le fait que ce soit des chansons à chanter. Alors Maiden, c'est particulièrement exagéré, justement le côté karaoké où vraiment tout le monde va chanter. On est limite plus proche d'un concert de Goldman que de Cannibal Corpse. Mais j'aime le fait que Maïras, tu coupes le morceau
Et c'est pas la démonstration gratuite. Il y a plein de trucs, de lignes de chant que tu vas retenir et à la fin du concert ou de l'album, tu sors puis tu continues à chanter sans ça. C'est surtout au niveau de la batterie que tu te rends compte de ça. Sur le dernier album de Mirage, parce que le batteur, c'est Morgan Batteur. Oui, non, c'est un frappeur de malade, il est super fort et tout. Et en fait, contrairement par contre effectivement à l'album d'avant, le mec, la batterie est un peu plus en retrait. Je veux dire, tu fais pas forcément attention en fait. Et c'est quand tu t'en l'oreille, parce que du coup les morceaux sont tellement centrés sur le chant et tout, le mec s'est mis au service des morceaux. Mais en fait, derrière, tu écoutes et tu te dis, ah ouais, non, en fait, il fait des gros trucs d'enculé, mais c'est juste que c'est pas vraiment mis en avant. Et c'est plus, tu vois, il y a le morceau et tout, mais ça reste super fat, mais il a de la retenue quand même par rapport au morceau quand c'est nécessaire. C'est le morceau en premier. Et ça c'est la marque d'un musicien intelligent, je trouve. C'est d'abord le morceau. De manière à ce que le profane, qui s'en fout du niveau technique des musiciens, se cale sur le morceau. Et que les musicos puissent se dire merde, mais en fait, faut que j'arrête de taper du pied, je comprends plus rien. J'adore ça. Et donc, ouais, quiz encore. Si je te dis I left alone. I left alone. My mind was blank. Exact. Si jamais je te dis juste sans chanter Quicken Up Your Pace. Fleur de Dame. Yeah, putain. Non, mais ça, Like an Eagle. Flight of Icarus, ça va être. No Matter How Far. Oh putain. Celle-là, elle est plus chiante. Mais je l'ai, mais ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus. T'as d'autres phrases avant ou après? Gonna Get You. Ah, Iron Maiden. Ah oui. Là, du coup, c'était un peu plus facile. Oui, voilà, c'était... Et est-ce que tu es capable de réciter le speech dans Real Live One, The Wasting Love le truc de en français? Dans le speech que lui, il fait en français dans le live. Sur l'amour. Pas du tout. Putain, parce que celui-là, il m'a marqué. C'est quand il commence à dire que l'amour, c'est quelque chose qui est plus bas dans le cœur, dans le ventre. J'adore le fait que ce gars-là essaye de parler français à chaque fois qu'il vient en France. Putain, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Tu vois, de parler français. Ce sketch. Oui, il va nous parler français demain. Putain, il va essayer. Ouais, bon, il se démerde vachement bien, je trouve. Il y a 2 ans, en plus, il y avait un match de l'équipe de France. Il y a 2 ans pendant le concert. Et donc, du coup, comme d'habitude, ils donnent le score en direct. C'est assez énorme, quoi. Forcément, les Anglais, le football. Ah bah là, c'est. Ils sont bien à fond dessus. Alors, ils ont leur club en plus. Merci. Ils ont leur club en plus, le Up the Irons. C'est marrant d'avoir comme ça plusieurs casquettes et tout. C'est que les mecs font pas. Tu vois dans le documentaire que les gars ils jouent au golf quand ils ont du DE. Mike Brain et Dave Murray ils sont au golf et tout. Comment il s'appelle? Ryan Smith il est au tennis avec sa femme. Ça aussi, c'est le gars anti-métal. C'est quand même le mec, il est tout le temps avec son sourire en train de jouer. Ouais, il y a quelque chose de vraiment. Ça fait plaisir en fait, il fait plaisir à voir. C'est ça. C'est vrai que ça change des mecs qui sont là sur scène. Ça tend la gueule. Bah après, il y a des morceaux qui s'y prêtent aussi plus, forcément, tu vois, Maiden, t'as quand même quelques morceaux qui sont un peu en majeur, en machin, Run to the oui, Hills, voilà. Ça donne envie de... C'est vrai qu'hier, je suis allé voir, comme je t'ai dit, je suis allé voir Satirical, et en fait, à chaque fois que les mecs ils te font des riffs, des machins, t'as qu'une envie, tu peux pas t'empêcher de... C'est comme ça, tu fais la gueule en fait, c'est des riffs qui appellent à faire la gueule. Être méchant quoi, t'es obligé, je le faisais machinalement quoi. Ouais. J'étais devant le morceau, j'étais là. Je suis un viking, bring me Turnos. Ouais, tu aimes bien le cinéma aussi, le cinéma geek, si j'ai bien compris, donc plutôt Star Wars. Je suis effectivement un très 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 grand fan de Star Wars. Ouais. Après, je suis pas, je vais pas forcément énormément au cinéma. Je vais voir pas mal des nouvelles sorties, mais c'est plus les trucs qui valent le coup de payer une place de cinéma pour. Tu vois. Pour t'en prendre plein les yeux. Les Avengers, les machins, des trucs comme ça. Je vais voir des films d'auteur ou des trucs dans le genre. Déjà parce que c'est pas forcément des gens qui me passionnent. Ouais. Et puis aussi parce que voilà, c'est déjà assez cher le ciné si c'est pour aller voir. Tu vois. Des films, je reviens sur des classiques, mais des films comme Le Dîner de Con, tu vois, il n'y a aucun intérêt à les voir au cinéma. Ouais, je comprends. Alors, après, selon la salle, c'est vrai que des fois, il y a une certaine synergie qui fait que tout le monde peut s'amuser et rire. Bah, c'est vrai que c'est marrant de partager les rires avec des gens, mais tu sais, en plus, t'as certains types de films, apparemment, à voir au cinéma, c'est une horreur. Genre, par exemple, des films d'horreur, moi j'y vais pas trop, mais j'entends des trucs, le public des films d'horreur, apparemment, c'est atroce. T'as des gens qui ont pas de respect, t'en as qui gueulent, t'en as qui parlent au film. Qui s'amusent, ou qui. Tu sais, genre des clichés que tu vois dans les scary movies américains, mais apparemment, c'est vrai, il y a vraiment des gens qui font ça, quoi. Bah, c'est du vrai, mais je pense que c'est aussi une manière, sans jeu de mots, d'exorciser le fait que le gars a quand même réellement peur. Ouais, d'éviter d'être trop. Et donc il essaye d'évacuer ça. Ouais, mais en plus, c'est tout à fait le genre de truc que je pourrais faire. C'est ça, voilà, pour essayer de dédramatiser un peu le truc. Et au final, tu vas gâcher le film de quelqu'un à côté qui a envie d'être complètement dedans. Donc ça, je comprends. Le film d'horreur, le mieux, c'est que
seul chez soi un soir d'orage. Ouais, non, mais tu vois, non. À la limite, là, tu te mets ton. Il y en a un en particulier de film d'horreur qui t'a marqué. J'en ai pas vu 50 000, mais je me souviens que Rec, je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, où tu vois la meuf toute chétive là, avec la caméra dans le noir et tout. Ouais, ça c'est le premier. Cette image elle m'a bien marqué. Mais Rec, et le pire c'est que Rec, il faut savoir que ce sont pas des. Il y a très peu de trucage. Ouais. La plupart des gars que tu vois, ce sont des freaks, ils sont pas maquillés. D'accord. C'est encore pire quand tu te dis que. C'est pour ça que ça a ce côté réel, c'est parce que. Je t'avoue que je l'ai vu qu'une fois. C'est pas forcément le genre de film que je retournerai voir parce que ça va quand même bien. Je te dis, des fois ça m'arrive quand je me retrouve seul dans le noir. D'un coup j'y pense et mon cerveau il me fait des vieux tours. Il me fait, hey, tiens, tu te rappelles ce film super flippant que t'as vu? Genre pile maintenant. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, atroce. Nous c'était. Celle-là avec la fille toute chétive, toute machin là. Oh là 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 là. J'en tremble encore. C'était The Ring qui nous avait fait ça. Ouais. The Ring, la version US. J'ai pas vu. Il marche bien. Il marche bien. En fait, il est extrêmement bien fait. Il commence comme une espèce de teenage movie classique. Ouais. Deux filles qui gardent la maison, deux adolescentes, et puis se passe ce qui se passe. Et puis après cette introduction 100% classique, du coup tout se casse. Je trouvais ça assez énorme. Tout se brise, les codes sont brisés. Et il est peut-être limite plus japonais que la version japonaise, parce que tu as plein de moments de contemplation. Tu as une scène par exemple où tu as des immeubles sous la pluie, et puis la caméra insiste dessus, parce que c'est de ça que parle ce film en fait. C'est une critique des images, des médias, et de la façon dont on les surconsomme. Tu vois des gars qui sont bloqués dans leur télé pendant qu'il pleut dehors, et sur une scène tellement japonaise. Ouais. Et ouais, il est à voir, je te le conseille. The Ring américain. Le The Ring US, ouais. Ok. Étonnamment, moi qui préfère en général le premier au remake, là, celui-là, Un jour où j'aurai plus de courage que les autres, je me le mettrai. Et celui-là, en plein jour. Ouais. En plein jour. En plein jour avec des potes. C'est ça, voilà. Tu te fais une soirée juste après pour être sûr, tu vois, de pas rester avec l'autre chez toi. Et hop, ouais, carrément. Et donc Star Wars, ton préféré? C'est dur ça. J'aime énormément l'Empire contre-attaque. En fait, je pense que on peut pas vraiment définir un Star Wars préféré sur la globalité du truc, si tu veux. C'est genre, sur la trilogie, c'est l'Empire contre-attaque pour moi, c'est sûr et certain. Ouais. Sur la prélogie, le 3 est quand même vachement classe. Pour moi, j'aime beaucoup le 2 aussi, mais il y a toute cette partie un peu romance Anakin Padmé qui est un peu chiante, mais tout le reste, c'est les dialogues, tout le reste du film est charmé. C'est le truc avec Jango Fett, avec l'armée des clones, le machin, le combat de la fin, la reine et tout. La première apparition de la marche impériale à la toute fin. Voilà. Quand d'un coup, ceux qui n'avaient pas encore compris captent qu'enfin Palpatine c'est empereur. C'est un peu connard. Ouais, je dirais plus le 3 quand même, parce qu'il y a des très très beaux trucs. Pour moi, le 3, c'est surtout cette dernière demi-heure. Sur la prélogie, le 3. Et dans les nouveaux qui sont sortis, là, c'est Rogue One. Rogue One, il est à 1000 lieues au-dessus de tout ce qui est sorti depuis l'épisode 3. En fait. Ah ouais, non, mais clairement. Il est vraiment génial. Rogue One, j'ai vu 11 fois, je crois. J'ai pleuré 11 fois. Ah ouais, non, mais ce final. Et ce qui est fantastique, c'est que tu peux. Il est particulier à bien des égards, mais c'est le seul où tu peux couper le générique, lancer le film suivant, donc A New Hope, et ça s'enchaîne direct. Voilà, c'est un enchaînement direct. Il n'y a pas plusieurs années comme toujours avec. Il n'y a pas le menu déroulant au départ. Il n'y a pas la musique, il n'y a pas le thème de Star Wars d'ailleurs. Il y a le menu déroulant, mais il n'y a pas le thème. Effectivement. Ouais, non, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai, ils ont coupé le truc. Bah, d'ailleurs, ça m'a surpris, tu vois, parce que on était à l'épisode 7, qui m'avait laissé un peu mitigé. Genre l'année suivante, Rogue One sort, j'y vais, je me dis, bon, allez, ça devrait être pas mal quand même. C'est un truc qui se passe à une époque du coup qu'on connaît, tout ça. Oui, voilà. Ça devrait être bien, tu sais. Et genre, le truc commence, tu vois le logo Lucasfilm et tout, donc tu te dis, je suis content d'être là au cinéma, avoir un nouveau Star Wars. Et là, d'un coup, t'as direct le logo Rogue One et tout, et tu fais, non, c'est pas le c'est la planète qui apparaît d'un coup. Genre, t'as pas le Star Wars avec le truc qui défile et tout, et là, tu te dis, oula, ça sent pas bon ça. Et puis quand t'as le logo de Rogue One qui apparaît, c'est pas le thème de Star Wars du tout et tout, tu dis. Ah oui, il n'y a pas de thème. Et puis en fait, dans le film se rattrape complètement. Il a vraiment beaucoup de bonnes idées. Il a plein de liberté. Qui font plaisir en fait, tu vois. Genre. Que les gars aient fait l'effort, même si alors moi personnellement je m'en étais pas du tout rendu compte, mais Leia et le Moff Tarkin apparemment c'est de la 3D sur complètement les acteurs, et moi je m'en étais pas rendu compte parce que tu sais je suis pas là à analyser tous les détails et tout, et ça m'a trop fait plaisir parce que dans ma tête tout le long du film je me suis dit putain les mecs ils sont allés jusqu'à chercher des acteurs qui leur ressemblent, putain mais c'est ça qu'il faut faire, oui je veux tu vois, et finalement ils les ont fait en 3D, mais l'idée reste bonne quoi, moi je suis content d'avoir vu ça, tu vois c'est entre guillemets c'est du fan service, mais c'est pas du fan service forcé comme tu peux voir avec dans certains autres films avec le sabre laser, le machin dans Solo avec le Blaster, effectivement, c'est pas du. Et encore Solo, je l'ai bien aimé aussi. Ouais, non, franchement, pour l'instant, dans tous les derniers Star Wars qui sont sortis, je classe Rogue One en premier parce que forcément,
et genre Solo en deuxième, l'épisode 7 et l'épisode 8 en tout dernier. L'épisode 8, tu le mets après le 7? Ouais, je sais pas, vraiment. L'épisode 7 avait rien de spécial et rien de vraiment innovant, tu vois, c'était un peu bateau, mais le 7, limite tu pouvais te laisser un peu faire au jeu, tu vois. Voilà. Scénaristiquement et tout, c'était pas bien recherché, mais le 8, il part en live quand même à 2-3 reprises et il y a 2-3 trucs qui m'ont vraiment fait chier en fait, tu vois. Ouais. Par exemple, dans le 7, j'ai trouvé ça génial qu'ils butent Han Solo. Je me suis dit, putain, t'as vu, ils l'ont fait venir, ils ont fait un petit peu de fanservice machin, et ils se sont dit, bah tiens, maintenant on a la sagesse de pas surpresser le citron, ok, on le bute, on passe à autre chose, maintenant c'est le nouvel univers. Ça, j'ai trouvé ça génial. Où il devait mourir. Vraiment, Solo devait mourir dans l'Empire contre-attaque. Et puis quand ils se sont rendus compte, il venait de faire Indiana Jones, que l'acteur était devenu un petit peu. Ouais, finalement ils l'ont. Voilà, du coup ils se sont dit, bon, on va le garder finalement. On va lui garder un petit rôle. C'est pas plus mal, il a des rôles sympas et tout. Ah ouais, c'est chouette. Ah non, mais. Et du coup, dans le 7, tu vois, ils lui ont fait son rôle, ils le vu, je me dis, très bien. Ça m'a grave surpris parce que je me suis dit, attends, les mecs ils ont Harrison Ford, ils vont en user, en abuser. Bah non, ils ont eu la sagesse de pas le faire, tu vois. Je me suis dit, trop cool. Et épisode 8, tu vois Kylo Ren qui est en train d'hésiter à tirer sur le truc et tout, finalement il le fait pas. C'est un de ces gars qui tire sur le cockpit et tout. Je me dis, c'est cool. Intérêt au personnage de Kylo Ren aussi, genre, il a peut-être encore un petit peu de, tu vois, il a buté son père, mais sa mère il hésite, il est pas chaud et tout. Et ils sont trop butés, je me dis, génial. Parce qu'en plus, Carrie Fisher est morte. Je me dis, c'est cool, bah tu vois, ils l'ont buté, pareil, ils ont eu la sagesse, ils vont faire des trucs. Et puis là, la scène, tu reviens sur la scène dans l'espace et tu la vois, et là je me suis dit, non, faites pas ça. Putain, cette scène, ça m'a achevé. Et ben moi, c'est exactement l'inverse. J'ai adoré cette scène. Mais je sais qu'elle divise complètement. Mais parce que justement, ils avaient hésité à la tuer à ce moment-là. Et je pense qu'ils l'ont gardé parce que c'est une espèce d'allégorie. Tu vois, dans Rogue One, le fait que justement que Tarkin revienne à la vie alors que l'acteur est mort, c'est la magie du cinéma. Ils te font revenir un gars qui n'existe pas et ils font tourner des scènes qu'il n'a jamais tournées. Et là, du coup, ça permet de remettre. Alors qu'on savait Carrie Fisher disparue, ça permet de la faire revenir à la vie le temps du film. Je trouvais que cette scène, elle était jolie. Le truc, c'est que comme elle était morte un peu avant Rogue One, quand même. Enfin, tu vois, je veux dire, elle était revenue. Le film est sorti un peu plus d'un an après. C'est ça. Tu vois, elle y était revenue à la vie, quoi. Ils auraient pu la buter à ce moment-là, ça aurait été cool. Et du coup, à la place, ils ont buté Luke et la façon dont Luke est mort, c'est pareil, c'est un peu. Ça m'a fait mal. Hein. Je t'assure que celui-là. J'ai un pote, il s'en est parmi. Il m'a appelé, je te jure, on passait des heures au téléphone. Il disait, putain, mais cet épisode 8, c'est vraiment de la merde et tout. Mais comment tu peux faire ça à Luke? Moi, j'ai adoré ce final badass. Il était assez classe. Je suis dégoûté, ouais. J'ai écrit. En fait, ça fait chier. Moi, j'étais pas trop fan de Luke Skywalker. Moi, je suis plus Team Empire. Je crois que ça se voit. C'est vrai. Du coup, à la limite, ça m'a pas dérangé qu'il meure, tu vois. Mais lui, il était là, genre, non, mais attends, c'est le meilleur Jedi de la saga. Non, tu peux pas faire ça. C'est censé être super fort. Et là, il meurt comme ça et tout. Et puis, je suis tombé sur une image. Que je lui ai envoyée et il m'a dit, putain, mec, ça va tourner le cerveau. T'avais une espèce d'analogie, c'était le screenshot de quand il est. T'as tous les walkers qui sont devant, là, il apparaît pour se battre avec Kylo Ren et tout. Et il dit, mais en fait, quand tu réfléchis bien, le fait qu'il ait fait ça, c'est le truc, c'est le plus bel exemple de ce que l'enseignement de Yoda a eu sur Luke, tu vois, parce que en faisant un truc non violent, c'est-à-dire se projeter en hologramme, machin, etc., sans se battre avec le mec, sans tuer personne, il a arrêté toute l'armée pendant le temps de laisser aux autres, tu vois, le temps et il a allumé les s'échapper, machin et tout, et tu vois, il a réussi à faire tout ça sans violence, quoi, dans un truc le plus pacifique qui existe, parce qu'il était même pas présent à ce moment-là, tu vois, c'était un truc holographique, et là tu te dis, c'est pas faux, quoi, c'est vrai que c'est l'enseignement de Yoda, tu vois, un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque. Exactement, c'est-à-dire ce qui réapprend en expliquant à... Après, le fait qu'il soit mort, ça me fait un peu nichonner froid. Mais je t'avoue que dans le film, en suivant cette logique, en suivant la logique que je t'ai dit tout à l'heure, j'aurais préféré que ce soit Carrie Fisher qui meure parce que je trouve que, si elle avait été morte à ce moment-là, ça aurait été vraiment très très bien amené, justement, le coup de Kylo Ren et machin, et je me dis, ok, c'est cool. En plus, tu vois, ils vont pas essayer de tenter de. Parce que pour Rogue One, tu fais un épisode qui se passe entre le 3 et le 4, forcément, t'as besoin d'acteurs qui étaient là, t'as besoin de mecs qui étaient là, genre Tarkin, genre Leia, etc., tu vois. Mais là, je veux dire, on est passé, justement, ils amènent leur nouvel univers et tout, alors. Ça sert à quoi de s'accrocher vraiment, tu vois, ça gâche ce qui a été fait avec Han Solo film d'avant, quoi. C'est ça. Mais bon, on verra bien ce qui se passe dans le 8. Après, il faut voir où est-ce qu'il va nous amener. On va pas vraiment juger complètement le 8 et le 7 c'est pas terminé. Tant que c'est pas une trilogie. Et je me demande si le futur de Star Wars, ça va pas être justement de tourner autour d'un univers étendu à la Marvel. C'est-à-dire avec finalement les épisodes story qui seront plus suivis, parce qu'il suffira maintenant de faire un Boba Fett, de faire revenir l'acteur qui jouait Solo. L'acteur qui joue Django, il peut revenir. Obi-Wan Kenobi, tu peux faire revenir. Il commence à être un peu vieux maintenant. Si tu fais un film sur sa jeunesse. Oui, mais il aurait l'âge. Aujourd'hui, il a le bon âge pour être rencontré par Solo sur Tatooine. Ouais, par exemple. Ouais, ça pourrait donc je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent être faites.
Et moi, de toute façon, je vais continuer à aller les voir, les films. Je suis Oui, fan, moi, c'est je suis clair. un fan. J'ai dit à mes potes en sortant de. On était à la Disneyland, on sortait de Walt Disney Studio et t'avais un espèce de petit jazz band, tu sais, quelques cuivres, une batterie, une contrebasse, un machin qui faisait des morceaux. Des fois, ils font des morceaux de Disney et tout. Et là, ils venaient de faire des morceaux Star Wars, tu vois, on avait 3 morceaux et tout. Et je sortais du truc et je dis, putain, les gars, franchement. Quand t'es un vrai fan de Star Wars, tu peux que être content que Disney ait racheté, quoi. Parce que là, on va avoir plein de films qui vont arriver et tout. T'auras plein de, tu vois, plein de goodies, des trucs, des animations de Star Wars, des machins. Tu pourras avoir des. Moi, je suis collectionneur aussi, je collectionne plein de figurines et des trucs de Star Wars. Donc, enfin, moi, je suis au paradis, quoi. Après, ouais, c'est sûr, les films qui sortent, ils sont pas tous bons. Mais en même temps, tu vois, pour Rogue One, rien que Rogue One, ça vaut le coup. Mais oui. Même les 3 films qui sont sortis à côté, s'ils sont pas forcément top. Moi, j'ai bien aimé Solo, mais ça valait le coup juste pour Rogue One, quoi. Ouais, parce qu'après, en parlant, comme tu disais, en parlant de saga, on désignait un meilleur ou moins bien, bah, c'est une question de goût, d'affinité, de plein de choses. Mais en termes d'objets filmiques, Rogue One est peut-être le meilleur de tous, d'ailleurs. Même des premiers. Parce que techniquement, comme il a plus de liberté, du coup, tu peux faire des caméras sur épaule, tu peux mettre un peu des filtres, tu peux... Après, Rogue One est un petit peu particulier dans le sens où il va pas forcément s'intéresser à des trucs qu'on avait l'habitude de voir, tu vois. Par exemple, mis à part la petite scène avec Dark Vador à la fin, il n'y a pas de combat de sabre laser, tu vois. Et il y a plein de gens qui disaient mais oui, un Star Wars sans Jedi, c'est avant génial. que Rogue One sorte, les gens ils étaient là, genre, oh, mais tu te rends compte, il n'y aura pas de combat de sabre laser. Enfin, moi, je sais pas comment ils l'ont su, le film il était même pas sorti, alors je sais pas trop comment tu peux savoir ça, tu vois. Mais en ayant vu le film, ça m'a pas choqué, quoi, parce que ça se passe quand même dans l'univers Star Wars. Les mecs ils ont des blasters, les mecs ils ont des vaisseaux, ils font des trucs. Ah ouais, il n'y a pas forcément de combat spatial, tu vois. Enfin, si, il y en a à la fin. Oui, il y en a, oui, à la fin, tu même... Il y a du combat spatial, il y a d'ailleurs, à la fin. En plus, il y a plein de planètes innovantes, tu vois, contre Rogue 7, le truc tropical, la planète toute trop chaude. C'est plein de super bonnes idées, quoi. Et dans le fight de la fin, tu vois passer le Ghost, donc le vaisseau de la série Star Wars Rebels, et tu entends appeler le général Syndulla. Donc il n'est pas encore général pendant Star Wars Rebels. Elle survit, spoil. Mais c'est chouette justement cette imbrication qu'ils sont en train de faire dans tous ces. Donc je pense qu'ils vont aller vers ce truc à la Marvel, quoi. Du Star Wars univers. Après, c'est Marvel, ils font des bons trucs. Si c'est pour arriver au niveau d'un. On aime pas, hein. Il y en a plein de gens qui disent ouais, les films de super-héros c'est toujours pareil et tout. Moi je vais toujours voir les Marvel et franchement je suis vraiment déçu. Hein. Parce que déjà de base je pense que je suis 15 ans pour attendre un Infinity War, moi je suis prêt. Hein. Il était extraordinaire ce film. Ils sont pas tous bons, Black Panther il m'a relativement déçu, Ant-Man est sympa sans plus. Voilà, je trouve qu'il y a une certaine inégalité, il y a une formule Marvel qui est en train de lasser un petit peu, et puis Infinity War, ils ont mieux tout balayé. Il était classe. Putain, je voulais retourner le voir et je pense que là il doit plus être à l'affiche. Je pense qu'il doit y être encore dans la sortie de cinéma. Tu habites où toi, Lyon ? À Lyon ? Ouais, aussi, tu dois avoir 2-3 multiplex qui tombent bien à mon avis, donc ouais, tu dois en avoir encore. Je tenterai le coup, c'est vrai que ça fait super plaisir. Il y avait des bonnes punchlines, des moments assez émouvants aussi. Bon, du coup, il faudrait mettre une petite balise spoil avant l'interview. Bon, bah écoute, là je pense qu'on a bien tchatché. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose écoute, le petit mot de la fin. Bon, merci de m'avoir invité. Bah écoute, merci d'être venu surtout. Ravi d'avoir pu partager un petit moment. C'est marrant, j'avais pas du tout l'impression d'être au Hellfest, du coup j'avais l'impression d'être dans un bar. Alors ça va. Bah écoute, du coup à la tienne. Ouais. Et puis, merci beaucoup. Skål.